Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est philosophe. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Sylviane Agazinski. Bonjour. Vous publiez ce livre Face à une guerre sainte aux éditions du Seuil où vous interrogez l'histoire du religieux, l'histoire du rapport des religions entre elles, les trois monothéismes. Est-ce que cette profondeur de champ, est-ce qu'elle est nécessaire pour comprendre aujourd'hui la résurgence du religieux ? Oui, je crois qu'elle est même indispensable. Et moi, d'un point de vue au départ, disons, philosophique, je pense que la question religieuse, qui était assez occultée au fond dans l'enseignement philosophique, et qu'il est resté longtemps, est tout à fait cruciale pour comprendre aussi les civilisations, pour comprendre les cultures, et pour comprendre effectivement aujourd'hui ce qui nous arrive. C'est la raison pour laquelle j'ai un peu ouvert sur Huntington au commencement du livre. Et au commencement du livre, il y a le titre, Face à une guerre sainte. Une guerre sainte, c'est une guerre menée au nom de Dieu. On pense évidemment à l'islamisme. Une guerre, écrivez-vous, tournée contre le monde occidental, mais aussi contre les musulmans, dont vous rappelez, Sylviane Agazinski, qu'ils sont dans le monde les premières victimes. Pourquoi est-ce important de le préciser ? C'est très, très important parce que j'évoquais Huntington à l'instant. Il est très frappant de comparer, par exemple, la vision du monde qui est celle d'Huntington dans les années 90 et la vision du monde de Raymond Aron dans les années 60. Dans les années 60, on s'en souvient, certains s'en souviennent, d'autres le connaissent par l'histoire, on a affaire à un monde façonné avec les deux blocs, ce qu'on appelait les deux grands, l'Union soviétique, les États-Unis, avec les deux idéologies, le libéralisme, le capitalisme, et puis le communisme et même le stalinisme. Et puis ce que voit très bien Huntington, c'est effectivement le monde en train de changer avec la résurgence des religions. Il dit une chose qui est assez classique, qui est que les religions sont un facteur essentiel de la formation des civilisations. Et il dit une chose un peu moins classique et avec laquelle je suis beaucoup moins d'accord, qui est que les conflits mondiaux et ce qu'il appelle le remaking, le refaçonnement de l'ordre mondial dépend aujourd'hui des religions, de la résurgence des religions, et que désormais, à son idée, ou dans l'avenir à son idée, les grands conflits dans le monde seront des conflits d'ordre civilisationnel et religieux. Or, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Parce que certes, comme vous le dites, le djihad, c'est-à-dire la guerre sainte, est bien une guerre anti-occidentale, pour une part, mais avant tout, c'est la guerre de l'islam contre lui-même. Et ça, moi, je me suis mise à l'école des spécialistes, des islamologues, des historiens, et pour voir à quel point, au fond, cette guerre de l'islam contre lui-même était très ancienne, chiite, sunnisme, bien entendu, et à quel point elle avait été réactivée par la montée des doctrines islamistes qui datent des années 1920, en Égypte, frères musulmans par exemple, et puis le salafisme. Réactivation en quelque sorte et résurgence certes d'une religion, mais surtout de doctrines totalement nouvelles, totalement modernes, comme disent les spécialistes, et qui radicalisent, on dit ça comme ça, mais je dirais qui sont des doctrines intégristes, radicales, extrêmement puritaines, extrêmement virilistes, on y viendra, et qui se traduisent aujourd'hui par une guerre, encore une fois, en grande partie intérieure, c'est-à-dire les proches du salafisme et du sunnisme qui sont proches de l'Arabie saoudite, et puis les Iraniens qui représentent en quelque sorte le courant chiite. Et cette guerre, elle est absolument terrible, seulement elle déborde sur d'autres continents, et notamment sur le nôtre, notamment aussi en raison du fait que, aussi bien les intégrismes chiites ou sunnites ne veulent pas lâcher les populations musulmanes qui sont parties. Ils veulent les contrôler. Regardez, c'est le cas de la Turquie, etc. Donc, il faut cette profondeur de champ pour comprendre ce qui nous arrive, nous, ici, et ne pas voir notamment en France, et ne pas parler simplement de terrorisme, de barbarie, bien sûr, il s'agit de ça. Mais il s'agit avant tout de cette guerre sainte, dont on a une expérience très longue, nous aussi, guerre de religion, croisade, etc. Bien sûr. Vous expliquez qu'il ne faut pas seulement, Sylviane Agazinski, analyser l'islamisme via les vêtements.
via le foulard, mais comme une culture de l'exclusion, de l'inégalité et de la discrimination des femmes. Ça, vous y attachez une importance particulière. C'est ce que j'évoquais avec le virilisme. Alors, si je me suis vraiment passionnée pour ça, c'était l'autre face, au fond, de ma curiosité à l'égard de ce phénomène et de ce qui nous arrive. C'est que j'ai travaillé très très longtemps sur la question effectivement du rapport homme-femme dans la philosophie, dans la théologie. Donc je connais bien le voile pré-chrétien, romain, les matrones qui ne doivent pas enlever leur voile en public, sinon on risque d'être répudié. Le voile chrétien de Tertullien qui demande aux chrétiennes de se voiler. Le voile qui était en Arabie au IIe siècle, bien avant l'islam, c'est pour ça que je dis ça vient du fond des temps, et puis finalement le voile islamique et le voile indo-pakistanais, que j'appelle moi la culture du rideau, parce que le hijab ça veut dire aussi rideau, et c'était là, en Inde, au Pakistan, c'est ce qu'on appelle le purda. Et qu'est-ce que c'est la culture du rideau, dont le voile est l'une des pièces maîtresses? La culture du rideau, c'est la culture de séparation des hommes et des femmes, les femmes étant considérées comme dangereuses pour les hommes, source de désir, de concupiscence, etc. Et donc les hommes ne doivent pas voir les femmes, elles doivent être séparées. Il y a aussi des paravents, des moucharabia, etc. Et donc, cette culture-là se traduit aussi par le voile, et les doctrines islamistes modernes que j'évoquais tout à l'heure ont relancé ça de manière très très forte après des moments où on avait eu, là je renvoie au livre sur les féministes arabes, vous avez peut-être lu ce livre de Leila Tawil, il y a eu un féminisme arabe, aussi bien à l'époque des régimes laïques en Turquie ou en Égypte. Mustafa Kemal en Turquie, Nasser en Égypte, et peut-être rappeler Bourguiba en Tunisie aussi. Bien sûr, bien sûr. Et donc là, les femmes commençaient à vouloir se libérer, travailler, faire des études et enlever le voile. Et puis ensuite, il y a eu un retour de bâton terrible, justement, remettre les femmes à leur place pour les islamistes, c'est-à-dire les revoiler. Et moi, ce sur quoi j'insiste longuement dans le livre, j'ai pas le temps de développer, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas effectivement d'un vêtement, il s'agit d'une pratique sociale du voilement. Ce sont les hommes qui voilent les femmes. C'est pas les femmes qui veulent se voiler. Et je vous donnerai une phrase qui me paraît tellement la clé, si vous voulez, de ce mode de pensée. C'est lorsque Sophie Bessis, par exemple, dit le drame, la tragédie même pour le monde musulman, c'est que l'honneur des hommes repose sur le corps des femmes. D'où aussi les crimes d'honneur, etc. C'est-à-dire que les femmes sont un bien précieux, mais un bien précieux, mais un bien, et évidemment une propriété, et donc que les autres regardent votre femme, votre épouse, et vous êtes directement touché, directement déshonoré, littéralement. Et il faut ajouter à cela, Sylviane Agacinski, vous l'expliquez dans le livre, la rhétorique qui est utilisée par les islamistes. C'est très important. Vous écrivez que les islamistes affirment qu'il faut arrêter de dire que les femmes portent le voile pour des raisons religieuses, mais qu'il faut dire qu'elles le portent par choix, par expression individuelle. En fait, que c'est leur liberté de choix. Cet argument, et c'est là où c'est cynique et efficace, je veux dire, malheureusement, il porte. Sa stratégie, elle porte notamment en termes de droit. Et oui, elle touche nos principes. La liberté de penser, la liberté de croire, la liberté aussi de s'habiller dans une certaine mesure, comme on veut. Mais moi, j'ai découvert avec intérêt que, effectivement, le thème de la liberté individuelle a été lancé par les islamistes eux-mêmes. Évidemment, un certain nombre de gens sont tombés dans le panneau en disant, ben oui, après tout, on est libre. Mais le sujet est assez mal vu, d'une part parce qu'on a traité trop ce sujet du point de vue de la simple laïcité, c'est-à-dire d'un signe religieux. Ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre, c'est que c'est un emblème politico-religieux. C'est l'emblème d'une doctrine qui veut, prenez le slogan, si je puis dire, des frères musulmans, c'est le Coran et notre Constitution. Et il s'agit au fond, notamment pour les frères musulmans par exemple, mais aussi pour les salafistes, mais pour les frères, il s'agit au fond de réislamiser les sociétés. Et cette réislamisation, elle passe par le voile, et le voile, alors disons-le pour résumer,
aujourd'hui, c'est le drapeau des islamistes et c'est pas autre chose. Si bien qu'il doit être traité comme un signe politico-religieux et pas simplement, religieux. Et d'autre part, comme une pratique absolument solidaire d'un droit de la famille qui subordonne complètement les femmes à l'autorité de l'époux et qui les prive de beaucoup de droits. On ne peut pas séparer tout ça. Le voile fait partie de ça. Et même une femme qui dit « mais moi je porte le voile parce que je le veux bien », sans doute, c'est possible. Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire je porte le signe de ma propre soumission. Donc le paradoxe dit attention, vous allez stigmatiser les musulmanes en leur demandant d'enlever le voile à l'école, parce qu'il s'agit essentiellement de l'école. Non, il s'agit de stigmatiser personne. Il ne s'agit certainement pas d'attaquer les musulmans. Là, vous répondez notamment aux néo-féministes, Sylviane Agacinski, et en même temps, quand en Iran, des femmes se battent au prix de leur vie pour retirer leur voile et que, on va les appeler les néo-féministes en France, affirment que l'interdire justement serait de la discrimination et en parler serait stigmatiser ces femmes, on est déjà tombé dans le piège. Oui, alors justement, ce qui se passe en Iran nous permet quand même de remettre les choses en place et je pense que les conséquences de ce qui se passe en Iran risquent d'être extrêmement importantes parce que si jamais cette révolte bascule et arrive à renverser le régime, ça aura des conséquences immenses. Pourquoi ? Parce que la révolution islamique de 79 a eu des conséquences sur l'islamisation des conflits dans le monde. Si l'Iran ne tient pas, si la République islamique d'Iran, avec tout ce qu'elle représente d'autoritarisme, de violence, je ne les rappelle pas ici, elles sont bien connues, si le régime tombait, ça aurait des conséquences sur la place de l'islam, de l'islamisme et des islamistes dans les autres révoltes dans le monde. Vous êtes une intellectuelle, une philosophe plutôt, on va dire, de tradition de gauche, je dirais de valeurs de gauche, même si certains vous le contestent en vous qualifiant, vous l'avez souvent entendu, Sylviane Agacinski, de réactionnaire. Est-ce que vous réussissez... Pas trop quand même, non. Vous l'entendez pas, vous ne voulez pas? Peut-être que ça m'échappe, oui. Vous avez bien... comment vous réussissez à prendre du recul alors par rapport à ces caricatures qui voudraient vous enfermer dans une case? C'est-à-dire que moi, mon positionnement n'est pas politique. Je ne m'occupe pas de la place que les gens ont dans l'hémicycle, la droite et la gauche. C'est quand même quelque chose de relatif, d'historique. Moi, mon positionnement, il est avant tout philosophique, humaniste, donc universaliste au sens d'un féminisme universaliste. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que les progrès des femmes sont locaux, parce que si vous voulez, la subordination des femmes, elle est universelle. C'est pour ça que le féminisme est universel. Elle est universelle. Quand Lévi-Strauss dit... Face à l'hégémonie masculine. Pardon ? Face à l'hégémonie masculine. L'hégémonie masculine, absolument. Quand Lévi-Strauss disait, par exemple, dans une interview télévisée, dans un débat télévisé, dans toutes les sociétés que je connais, les femmes sont le sexe dangereux. Oui, mais que lui répond Françoise Héritier ? Enfin, que dit Françoise Héritier ? Françoise Héritier, elle répond, mais oui, pourquoi ? Non, pas du tout, parce que les femmes sont faibles. Et ça, il faut être dans un féminisme... Pour moi, je pense, de conquête, pas de victimisation perpétuelle. Et Françoise Héritier, elle dit, mais pourquoi les femmes ont été... pourquoi il y a eu cette emprise des femmes ? À cause de leur puissance, pas à cause de leur faiblesse. Leur puissance, c'est leur puissance procréatrice. Et donc, si on ne met pas en question, au fond, la dimension anthropologique de la différence homme-femme et ce qui se passe du côté de la procréation, on ne comprend pas pourquoi il y a eu des dispositifs juridiques comme le mariage, la famille patriarcale, pour que les hommes s'emparent des femmes, parce que si les hommes s'emparent, enfin entre guillemets, avec des modalités extrêmement diverses, mais enfin au fond quand même, dans la plupart des cultures, ce qui s'est passé, c'est que les femmes ont été, et notamment dans les trois monothéismes, ça sans exception, les femmes sont considérées avant tout comme des épouses. Les musulmans disent « Allah t'a donné une épouse » aux hommes. Les dieux s'adressent aux hommes, ils ne s'adressent pas aux femmes. Et ça, la matrice de tout ça, c'est quand même dans la Bible, c'est quand même dans la Genèse. Donc moi, j'essaye de tenir tout ça ensemble, la philosophie, la théologie et le politique. Vous y arrivez quand on vous laisse le faire, puisque parfois vos conférences sont annulées. En tous les cas, c'est arrivé à l'université de Bordeaux, ça avait fait grand bruit il y a quelque temps, où la pression de militants... C'est sur d'autres sujets. Radicaux, oui, transgenres. Vous reprochez vos positions sur la GPA et avez même dénoncé votre supposée homophobie. Est-ce que ça conforte le fait, Sylviane Agacinski, on va conclure sur ce sujet, qu'il faut continuer à vous engager coûte que coûte, ou cela vous fait réfléchir aujourd'hui sur le piège d'un débat
public, politique qui est piégé et qui amène trop rapidement au clash, au buzz. Bien sûr, il est piégé. Moi, j'étais extrêmement, extrêmement choquée qu'on m'accuse d'homophobie. Je veux dire, c'est une chose que je déteste et qui m'est totalement étrangère. Ma conférence portait sur les marchés du corps humain. Et voyez, quand on parle des violences faites aux femmes, puisque vous parlez des débats actuels, moi je dis oui, c'est une lutte absolument légitime, mais en même temps, pourquoi ne lutte-t-on pas davantage sur un certain nombre de marchés comme la pornographie et la prostitution? Il y a des choses qui ont été faites sur la prostitution. Elle risque d'être remise en cause d'ailleurs, mais que Najat Vallaud-Belkacem avec la pénalisation du client. Et que si on ne lutte pas contre ces images auxquelles un certain nombre d'adolescents, de jeunes adolescents accèdent, qui sont des images d'une violence sexuelle extrême et d'une violence physique extrême. Je veux dire, la pornographie aujourd'hui, vous avez entendu les histoires, bon, c'est terrifiant. Or, tout ceci joue dans l'imaginaire, dans l'imaginaire masculin. Et moi, quand je vois qu'il y a des certaines gauches qui soutiennent le STRAS, par exemple, le syndicat du STRAS, il devrait être interdit, à mon avis. Pardon, là, je sais pas ce qu'on va me dire là. Bon. Mais non, mais qu'est-ce que ça veut dire de dire que la sexualité est un travail? Si la sexualité était un travail, à la fin de la journée, votre patron pourrait vous dire, écoutez, vous ne pourriez pas rester 1 heure de plus là? Non, pas pour me faire une petite gâterie. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, il y a quelque chose là. Il faut être beaucoup plus ferme sur les questions de pornographie et de prostitution pour diminuer toutes ces images de la violence sexiste et sexuelle. Fermeté et profondeur de champ, c'est ce qu'on retiendra aussi de cette interview. Merci beaucoup Sylviane Agacinski, Face à une guerre sainte, aux éditions du Seuil. Bonne journée.